Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment le podcast à grandir. Notre invité pour cet épisode est kinésiologue et cofondateur de Kraken Préparation Physique. Son but est d'accompagner les athlètes de football, de hockey et de volleyball dans leur préparation physique. Il est formateur en hypertrophie et en optimisation de la force pour l'Association nationale des intervenants en entraînement. Aussi, il est spécialisé dans la technique occlusion sanguine. Veuillez accueillir Alexandre Martin. Alexandre, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci beaucoup. Tu es kinésiologue, préparateur physique, tu as joué au football, tu as fait d'autres sports, tu as une belle passion du sport. Ouais. Comment cette passion-là est venue chez toi? Écoute, tu vois, la passion du sport est venue, je dirais, au secondaire. J'ai commencé en jouant au football au Séminaire Saint-François, puis ça m'a vraiment accroché, non seulement la partie sportive du football, puis l'esprit d'équipe, puis tout ça, mais non seulement cet aspect-là, mais aussi l'entraînement, puis de faire ça en groupe. Puis c'est beaucoup de mon parcours au secondaire que ça m'a accroché le sport. Puis après ça, rendu au cégep, écoute, malgré que je savais pas trop exactement où c'est que je voulais aller plus tard comme carrière, je savais qu'au moins je voulais faire quelque chose dans le sport. Tu préférais-tu la préparation physique ou la compétition? Pour être franc avec toi, je préférais vraiment la préparation physique. Tu sais, ça a l'air d'un nom, puis je sais que c'est pas la réponse typique qu'on va avoir, mais moi, écoute, malgré que j'ai adoré le football, puis j'adore toujours le football, là, ça reste un sport, le premier sport que j'ai fait. J'ai l'impression que, surtout quand j'ai arrêté de faire du football à ma 5e année de secondaire, là où c'est que je savais plus trop quoi faire avec mon sport. T'as-tu arrêté après le secondaire 4 ou après le secondaire 5? À ma 5e année de secondaire, dans le fond, la saison de football, elle termine en fin octobre, début novembre. Fait qu'au début de l'année scolaire, j'avais comme fini. Puis là, justement, tu sais, j'étais rendu à un point où c'est que pour la première fois depuis comme 3-4 ans, j'avais plus de préparation physique. Puis il fallait comme je décide, OK, bon, ben, c'est quoi que je fais comme sport là? Parce qu'il n'y avait aucune chance que je fasse rien. Puis je me suis entraîné juste pour moi. Puis, tu sais, je dirais que c'était un petit peu nono dans le sens que, écoute, j'ai commencé à aller m'entraîner à la salle les midis. Puis même des fois, je faisais 2 entraînements par jour. Je n'étais pas kinésiologue dans le temps. Mais tu sais, j'ai comme décidé justement de commencer à mettre all-in dans l'entraînement. Puis c'est vraiment comme ça que tout a commencé, tu sais. Ça a commencé à ce moment-là. Puis tu sais, de quoi que je trouve super le fun aussi, c'est que le préparateur physique qui m'a pris en charge au secondaire, ben, j'ai eu l'opportunité de faire mon stage en kinésiologie avec lui. Okay. J'ai trouvé ça genre vraiment cool. C'était comme vraiment comme une espèce de 360 vers le point de départ où c'est que j'ai commencé. Puis j'ai pu prendre en charge des athlètes justement que, dans le fond, qui avaient été à ma place quand j'étais au secondaire, au foot. Ouais. Okay. Fait que tu sais, ça, j'avais trouvé ça cool. Là, tu sais. Boucler la boucle. Ouais, exactement. Ouais. Mais tu viens-tu d'une famille sportive ou... Oui et non, dans le sens que tous mes frères ont fait un parcours de foot aussi. Okay. Mes 2 frères, ils ont joué collégial. Mais je dirais que l'aspect plus entraînement, c'est moi principalement qui l'a comme amené un petit peu plus, malgré que tu sais, mon père fait de la course, mes frères ont fait de la course. Ça reste que l'aspect entraînement plus en salle et tout, c'est quelque chose que moi, j'ai comme amené. Justement, des fois, j'essaie d'inciter mon père puis mon frère à s'entraîner, mais voilà, je dirais que c'est plus moi qui ai amené cet aspect-là, mais malgré tout, mes frères ont fait du football, fait que c'était comme la voie naturelle pour moi, j'étais le plus jeune. Okay. Fait que, tu sais, mes 2 frères plus vieux, ils ont fait du foot, fait que moi, c'était comme, bon, je me pose pas la question, je m'en vais faire du foot, tu sais. Puis, ton choix de kinésiologie, là, ouais.
Il est-tu arrivé pendant le cégep? Comment tu as découvert ça? Oui, ben en fait, écoute, comme j'ai dit, c'était tout un parcours qui m'a mené justement au cégep, où c'est que là, j'ai commencé à faire du CrossFit. J'ai essayé des choses. J'ai fait de la boxe que j'ai adoré. J'ai adoré la boxe. J'en ai fait pendant 2 ans et demi jusqu'à temps que je me blesse au nez. Je me suis comme fait dévier mon septum dans mon nez. Puis à ce point-là, j'étais comme soit j'avais besoin d'une opération ou je continuais. Puis là, j'ai décidé, bon, je vais prendre une petite pause. Là. Je vais me laisser mon nez récupérer, mais j'aimerais vraiment ça, genre reprendre ce sport-là. J'avais vraiment trippé sur la boxe. Mais rendu au fameux point où c'est qu'il faut qu'on prenne une décision sur ce qu'on veut faire dans notre vie, moi, j'étais comme dans le néant un peu, là, dans le sens, comme beaucoup d'entre nous, j'avais aucune idée où c'est que je voulais aller. Seule chose que je savais, c'est que le sport, j'adorais le sport, tu sais. Ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis, justement, j'ai pris... écoute, vu que je savais pas où c'est que je voulais aller, j'ai pris un rendez-vous avec mon conseiller en orientation qui a fait une super belle job. Puis, tu sais, dans le fond, on a comme regardé justement ensemble c'était quoi les options, puis c'était quoi mes passions. Puis, on est venu à comme un espèce de top 3, puis il y avait comme enseignement, puis kinésiologue un petit peu plus loin dans la liste. Mais moi, je voulais vraiment, tu sais, j'ai comme vraiment fixé sur la kinésiologie. Puis j'étais comme go, on y va avec ça. Malgré que, pour être franc avec toi, je suis rentré en kin sans savoir exactement c'était quoi un kinésiologue. Je suis rentré en kin en ayant une idée assez genre de base que c'était comme le sport, tu comprends? Le professionnel du sport puis comme de l'entraînement, tu sais, je me suis rendu compte que c'est comme 3 fois plus complexe que ça, mais tu sais, j'ai commencé en rentrant comme ça. Tu sais, justement, j'ai l'impression que je suis dans une position où c'est que le fait que je comprends pourquoi que mon conseiller en orientation voulait que je fasse de l'enseignement, qui m'avait suggéré l'enseignement. Puis je trouve que ça fit aussi très bien avec le type de choses que je fais en ce moment, dans le sens que c'est très pédagogique. Je travaille en groupe avec des jeunes de 15, 16, 17 ans, 18 ans, des jeunes. Puis à un certain degré, j'ai l'impression que les skills nécessaires pour être un bon enseignant vont avoir beaucoup de transfert pour un bon préparateur physique. Oui. Mais justement, quand tu l'as dit, j'ai fait kiné, c'est littéralement un enseignant d'exercice et de préparation 100%. Pour tout le monde. Là. Fait que je suis comme, le conseiller d'orientation, il était bon, là. C'était un bon fit. Tu sais, écoute, je suis vraiment content, justement, de m'être ramassé, je vais dire, un petit peu en kin, parce que, comme je dis, je savais pas trop c'était quoi. Puis, même en kin en soi, là, je dirais, même quand je suis rentré en kin, OK? Parce que le parcours typique des gens en kin, c'est que, tu sais, c'est typiquement perçu comme un bac tremplin pour aller en médecine, en pharmacie, en physiothérapie. C'est beaucoup considéré comme un bac tremplin. Puis écoute, on a commencé dans notre bac, on était 120. Là. On a terminé, on était peut-être une trentaine. Tu comprends? Fait que tu sais, c'est comme... Quand tu rentres dans ce bac-là, ça te fait reconsidérer les choses dans le sens, est-ce que j'étais à la bonne place? Moi, j'avais l'impression que j'étais à la bonne place, mais je voyais tout le monde autour de moi qui voulait partir. Puis je me disais, ben voyons, est-ce que je devrais être de même moi aussi? Puis justement, le fait de m'être questionné sur est-ce que j'étais à la bonne place, puis finalement venir à la conclusion que oui, ça m'a donné vraiment comme confiance que j'étais sur mon X, puis que j'étais à la bonne place. Puis tu sais, maintenant, là, je travaille, mais sincèrement, j'ai l'impression que dans le fond, je fais juste mon hobby puis je reçois un chèque à la fin de la semaine. Tu comprends? C'est vraiment le fun. Puis j'avais justement une de mes athlètes la semaine passée de basket, de volley, qui me disait « Hey, crime, ta job est tellement nice. Tu viens de chiller avec des ados puis tu fais de l'entraînement. » C'est comme « Ouais, je suis quand même chanceux d'avoir la job que j'ai, pour être franc. » Je suis très content de
la job que j'ai, là, puis du genre de relation que je suis capable d'avoir avec les athlètes. Moi, c'était une affaire que sur le podcast, j'ai reçu deux filles et un gars qui ont fait un bac en intervention sportive. Je ne savais pas que ça existait. Puis je pense que Félix, 18 ans, s'il avait su que ça existait, il y a des bonnes chances que j'aurais fait ça au lieu d'un bac en finance. J'aime la finance, j'aime l'admin. Mais un bac en intervention sportive, je pense que ça aurait été... C'est un super beau bac. Là. Puis justement, mon partenaire d'affaires, Pierre-Antoine, il a fait ce parcours-là. T'sais, on est une équipe de 4. Puis il y en a deux d'entre nous qui ont fait un bac en kin, 2 qui ont fait un bac en intervention sportive. Puis c'est très complémentaire. Puis ce que je trouve tellement le fun, justement, d'avoir ce genre d'équipe-là, c'est que, en fait, ils ont des skills en psychologie sportive qui sont tellement bénéfiques pour un kinésiologue, mais qu'on n'a pas nécessairement accès quand on fait notre bac en kin. Puis après ça, des connaissances en physiologie de l'exercice que nous autres, on a en kin, qu'eux autres, ils ont un petit peu moins, sont super bénéfiques. Fait que c'est comme vraiment une relation comme donnant-donnant. Puis ce que je suis vraiment reconnaissant, justement, d'avoir été avec quelqu'un avec un différent background que moi, parce que ça nous a comme permis de s'entraider entre nous à être de meilleurs intervenants. Tu sais. C'est sûr. Puis justement, là, ton équipe, c'est quoi le centre? C'est quoi la compagnie? En fait, Kraken, on a starté ça il y a 4 ans. Puis depuis, on travaille beaucoup dans le monde du football. Ça a commencé comment? Ouais, ben en fait, ça a commencé. Écoute. On va commencer par ça. On a commencé, il y a 4 ans. Écoute, moi puis mon partenaire d'affaires, Pierre-Antoine, on était entraîneurs dans des gyms pendant qu'on était à notre baccalauréat. Puis les deux, on était des crinqués, là, mais des vrais crinqués. Tu sais, mettons, on avait une pause de 2 heures entre des clients. On allait dans la salle de pause, puis on parlait d'entraînement pendant 2 heures. OK? C'était fou, là. On mangeait pas, on parlait de training, on débattait de sujets reliés à l'entraînement, mais tu sais, des fois, tu le vois quand tu as du monde qui sont sur leur X. Ouais. Puis moi, à ce point-là, j'étais à la bonne place. Tu sais, je le savais, j'étais rendu sûr et certain, j'étais à la bonne place. Puis, on s'est comme rendu compte qu'on avait une vision pour le futur qui se ressemblait beaucoup. Tu sais, lui, il me parlait qu'éventuellement, il voulait se starter une salle pour des athlètes qui veulent performer. Moi, je parlais que je voulais comme travailler avec des athlètes pour les aider à performer dans leur sport, faire de la préparation physique. Puis les deux, on s'est comme rendu compte, OK, mais c'est comme tellement complémentaire. Fait que là, on s'est dit, OK, on va aller prendre un petit café, on va s'en jaser. Puis on s'est fait un plan. Puis il y a tellement de choses qui se sont pas passées comme notre plan. Tu sais, ce que tu te rends compte quand tu startes un projet de même, c'est que tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des échecs jusqu'à temps qu'éventuellement, boum, ça fonctionne. Puis là, après ça, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des échecs. Puis là, boum, il y a quelque chose qui fonctionne. Puis, tu sais, j'ai l'impression que justement, depuis les 4 dernières années, on a comme explosé en dedans de la dernière année. Là. Je dirais, écoute, je suis vraiment super content justement d'avoir eu l'opportunité d'engager 2 super bons intervenants avec nous autres qui nous permettent de travailler avec des athlètes qui sont crinqués, motivés. Fait que ça, sincèrement, ça a été une super belle expérience de développer Kraken avec Pierre-Antoine. Puis après ça, écoute, on a commencé dès cette année à travailler beaucoup dans le volleyball. On est beaucoup dans le volleyball. On a toujours été dans le football. Ça a toujours été le gros de ce qu'on fait, dans le sens que, écoute, sur les 4 intervenants à Kraken, on est 3 qui ont joué au foot ou qui ont coaché le foot, ou les 2. Fait que, tu sais, c'est vraiment un sport qu'on aime beaucoup. Puis, c'est comme créer une petite passion pour le volley, les sports de combat. On a toutes nos petites spécialités. Puis, justement, c'est un petit peu comme ça que Kraken est venu à naître. Puis, je suis vraiment content, justement, de voir l'engouement des athlètes envers les services qu'on a à offrir. Surtout depuis les derniers 6 à 12 mois. Là, sincèrement,
il y a de plus en plus de monde qui cherche des bons intervenants pour les prendre en charge, qui sont qualifiés. Ils cherchent de la bonne qualité, puis qui décident de venir vers nous. Puis c'est ça, je trouve ça vraiment cool à voir, puis c'est motivant pour nous autres. Là. C'est quoi qui est spécial en business ou que ce soit une business ou que ce soit de quoi que tu développes, ça peut être un art quelconque, puis que je sais pas si vous avez déjà eu le commentaire, mais c'est comme vous êtes en overnight success, dans le sens qui est comme ben là, les 6 derniers mois, ça a explosé votre affaire. Ouais, mais c'est parce que ça fait 4 ans qu'on bûche. Ouais. Puis là, au fil de tous les échecs, il y a eu des petites victoires. Ouais. Mais ces victoires-là, au final, surpassent les petits échecs qui sont morts dans l'âme, puis qu'on a continué à progresser malgré tout. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, écoute, c'est sûr que quand tu regardes ça d'un point de vue externe, tu as l'impression que, écoute, c'est. Ils sont chanceux ou sont là parce qu'ils connaissent les bonnes personnes. Puis oui, on a eu de la chance, mais tu crées ta propre chance. Puis, tu sais, il y a 3-4 ans, on était à un point où c'est qu'on était comme, bon, on continue dessus, est-ce qu'on laisse tomber? Parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas de la façon dont on voulait. Puis, tu sais, c'est beaucoup le momentum quand tu commences, dans le sens que personne ne te connaît. Personne ne sait ce que tu es capable de faire. Personne ne sait la qualité de ton travail. Puis ça le build. Il faut juste qu'il y ait une personne qui te voit aller. Puis à partir de là, t'as du momentum. T'sais, ça veut pas dire que ça devient facile. Quand j'ai commencé le podcast, un des affaires les plus stressantes que j'ai eu à faire sur le podcast, là, à propos de la business du podcast, l'entreprise et tout, ça a été d'envoyer le premier courriel d'invitation. Ah oui, ben oui. Ça, là, genre chez Kev, j'étais comme mais ça me dit non, ça me dit non. Puis j'ai envoyé, je pense, 3-4 messages dans le même soir. Ouais. Des personnes que je me suis dit, ça serait le fun à avoir. Quand la première a répondu, là, c'était comme, ce projet-là est possible. Ouais. Puis là, c'est comme, OK. J'en ai eu des noms, là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai eu pas mal plus de oui, là. Là, j'étais comme, l'histoire du podcast, rapidement, là, je veux quand même te laisser parler, mais quand j'ai eu l'idée, je suis arrivé chez nous, j'ai écrit 50 noms de personnes que j'ai dans mes amis Facebook ou Instagram. Fait que si vous êtes dans mes amis Facebook ou Instagram, il y a de bonnes chances que votre nom soit sur la liste, vous faites du sport. Puis j'étais comme, eux autres, ça pourrait être intéressant. Puis j'ai dit, je pourrais commencer, mettons, avec les 5 plus proches que je connais, leur écrire, voir comment ça va. Avec eux autres. Puis là, de fil en aiguille, je voyais du nouveau monde sur Instagram que je connaissais pas. Il y a du monde qui me dit, appelle celle-là, cette personne-là, ça serait vraiment le fun de faire un épisode avec. Puis à un moment donné, il y a du monde qui a commencé à m'écrire. Donc, vous autres. C'est comme, ça serait le fun. Puis tout. Donc, pourquoi pas. Puis, tu sais, c'est pas du jour au lendemain que quelqu'un qui m'a écrit, je peux-tu venir sur le podcast? T'sais, j'aime juste ça, j'ose avec le monde. Puis, vous tombez dans la niche, tout. Fait que ça a été bien le fun. Puis, comment toi, t'as décidé de faire de la préparation pour les athlètes? Écoute, comme je disais, là, pendant mon parcours au baccalauréat, d'abord, avant tout, j'ai toujours été athlète. Fait que ça, c'est sûr que c'était un intérêt pour moi. Mais après ça, à travers mon parcours universitaire, moi, dans ma tête, là, je me disais, OK, juste pour donner un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas la kinésiologie, il y a trois différentes sphères à la kinésiologie principale. Il y a la sphère clinique, où c'est que tu vas travailler avec des gens qui sont un petit peu plus, qui ont des problèmes de santé, des gens avec des problèmes cardiaques, des choses comme ça. C'est des cliniques privées ou ça peut être aussi... PPMC, écoute, tu sais, des endroits, tu sais, ça peut être franchement privé, public. OK. C'était ça. C'était ça. Oui, il y en a des privés, des publics, c'est très large. Parfait. Après ça, puis même travailler dans des résidences pour personnes âgées, c'est considéré aussi comme clinique. Après ça, tu as la sphère ergonomie de travail, santé, sécurité au travail. Puis après ça, tu as la sphère performance. OK? Ouais. Ça, c'est la sphère dans laquelle je suis. Pour du contexte pour les gens à la maison. Mais dans le fond, moi, dans ma tête, je me disais, tout le monde veut aller en performance. OK? Moi j'étais comme, OK, tout le monde veut aller là-dedans. Tu sais, ça, c'est juste ta perception que, clairement, c'est comme j'étais à la bonne place quand je suis allé en performance. Mais tu sais, je me suis rendu compte, comme à ma dernière année, que c'était comme,
peut-être 10% du monde qui voulait spécialiser en performance. Puis j'étais comme... Mais ça reste que c'est un domaine qui est hyper tough. Puis je peux comprendre pourquoi que les gens ils s'en vont pas dans ce domaine-là parce que c'est la sphère la plus compétitive. Écoute, le taux de placement pour le monde qui s'en vont en préparation physique, en performance, c'est peut-être 10%. Là, c'est très compétitif, surtout à Québec où c'est qu'il n'y a pas une quantité infinie d'athlètes. Même chose à Montréal, dans le sens que là, c'est différent, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes, fait qu'il y a plus d'offres de services. Fait que, tu sais, le marché de la préparation physique est tough. Fait que je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui soient un petit peu plus réticents à aller vers ça. Mais j'ai l'impression que, écoute, moi, il n'y avait aucune... pas aucune, parce que malgré que ça m'a vraiment cliqué, les cours de prep physique, avec du monde qui sont hyper... Les profs, c'était du monde hyper smart. Écoute, Raymond Veillette, là, c'est une des sommités dans le monde de la préparation physique. Tu t'en vas le voir, il va te jaser ça. C'était vraiment une super cool expérience. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment la seule voie dans la kinésiologie que je voulais vraiment faire. Mais ça fait peur parce que tu le sais pas si ça va marcher. Tu sais pas par où que tu peux commencer. Tu commences, tu n'as pas de contact, mais tout le monde te dit que c'est une game de contact. Faut que tu connaisses les choses, mais si, admettons, il y a des étudiants en kinésiologue qui écoutent, là, ma recommandation, c'est vraiment commence quelque part. Contacte quelqu'un. Écoute, peu importe c'est qui, si tu as commence quelque part, puis continue, fais-toi un plan de match, puis parce que j'ai l'impression que quand tu vas à l'université, le cadre régulier, c'est OK, tu fais ton bac, après ça, tu envoies des CV, tu as des entrevues, tu te fais engager. En performance, il faut que tu sortes du cadre. OK? Le cadre, enlève-le. Il n'y a plus de cadre. Trouve ta propre façon de fonctionner, puis c'est comme ça que tu réussis à percer dans le monde de la performance. Fait que c'est ça. Moi, justement, ça m'a pris un petit peu c'était un petit peu stressant, justement, de me dire, OK, il faut que je me trouve un moyen que ça fonctionne, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'étais comme vraiment allé all-in là-dedans. Fait que, je parlais, je posais des questions. Mais ça restait toujours mon plan numéro 1. Puis je suis content d'être allé all-in, là, dans le sens que ça a bien fonctionné vraiment. Là. Ça a vraiment bien fonctionné. Mais dans ma tête, dès ma première année en kin, j'avais pas de doute que c'était comme la performance qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai fait tous les cours de prep physique que je pouvais faire. Fait que j'ai le profil en performance en kinésiologie. Puis après ça, j'ai fait même un micro-programme en optimisation de la performance sportive. Puis je suis vraiment allé all-in là-dedans. Là. Fait que je suis vraiment content de l'avoir fait. Là. Good. Puis là, on va aller un peu plus dans le concret. Ouais. Tu étais joueur de foot. Ouais. Tu es spécialisé en optimisation de la performance et de la préparation physique. Comment tu fais une préparation pour un jeune de football? T'sais, je comprends, c'est sûr qu'il y a de la force, mais les gars, ils sont quand même gros, sont en développement. Ouais. Comment vous gérez ça? Super bonne question. Mais tu vois, à la base, OK, il faut que tu regardes le calendrier du sport. C'est un sport où c'est que... c'est un des rares sports où c'est que t'as vraiment plus de off-season que de in-season. La saison est courte. Okay? Tu vas t'entraîner plus que tu vas t'entraîner en salle, là, plus que tu vas faire ton sport. T'sais. Fait que ça, déjà, c'est quelque chose qui est important de comprendre pour le football. Fait que la saison en soi, là, ça commence à septembre jusqu'à fin octobre, début novembre. Puis là, on parle de secondaire au Québec. Parce que c'est principalement les athlètes qu'on prend en charge, c'est des athlètes du secondaire de football. Malgré qu'on a certains athlètes collégiales aussi qui font affaire avec nous, ça reste que, je dirais, 80-90% de nos athlètes vont être au secondaire. Okay. Après ça, par la suite, là, on leur laisse une période de transition où c'est qu'ils font rien jusqu'en janvier, puisque
Ça leur prend un petit break mental. Après ça, bon, le off-season, pour eux, ça commence mi-janvier, début février. La première phase, ça va être 6 à 8 semaines environ là, dépendamment de où c'est que tu commences, d'hypertrophie. Bon, c'est quoi l'hypertrophie? C'est prise de masse musculaire. On le sait, des joueurs de foot, ils se rendent dedans. L'hypertrophie, ça a beaucoup de bénéfices pour ces athlètes-là, non seulement d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue prévention de blessures. Si tu as plus de masse musculaire, ben c'est plus de padding pour... Tu sais, ça a de l'air nono, mais c'est vrai. Tu sais, ça a de l'air nono, mais c'est vrai. Puis après ça, d'un point de vue performance pure et dure, après ça, l'hypertrophie, ça te permet de générer plus de force maximale. Puis ta force maximale, c'est un des deux facteurs, parce que la puissance, c'est force sur un temps. Fait que ta force, elle va te permettre de générer de la puissance. Fait que ton hypertrophie, imagine tu as un athlète qui court à une vitesse X. Puis tu as un autre athlète qui court à la même vitesse, mais qui pèse 20 livres de moins. La personne qui va générer le plus de puissance, c'est la personne qui pèse plus lourd. Ouais. Parce qu'il est capable de courir à la même vitesse, puis... Il pèse 20 livres de plus. That's it. Puis quelqu'un qui te rentre dedans avec 20 livres de plus, ça fait plus mal. Ça fait ceux qui ont eu un cours de physique en secondaire 4 ici, la force kinétique. C'est ça, hein? Ben, pas mal. Fait que tu sais, ça a l'air nono, mais c'est tous des trucs qui sont importants. C'est pour ça que la phase d'hypertrophie, malgré que c'est pas 100% de ce qu'on fait, puis quand je parle d'hypertrophie, je parle pas de bodybuilding. C'est très important de faire la distinction. On fera pas le même type d'entraînement, mais les qualités vont être similaires, les techniques d'entraînement vont être similaires, puis le rep range va être un petit peu plus élevé, surtout pour ces athlètes-là qui, c'est leur premier contact. Pour les athlètes du secondaire, c'est souvent leur premier contact en entraînement. Tu veux t'assurer que tu commences avec quelque chose qui est manageable pour eux. Tu veux pas leur commencer avec du 3 reps super lourd dès le départ. Fait que ça, c'est ta première phase. Fait que assure-toi de le faire de façon progressive pour ces athlètes-là. Après ça, on rentre dans la phase de force max qui va durer, encore une fois, 6 à 8 semaines. Où c'est que là, ça va être vraiment plus axé. On améliore ta capacité à générer de la force. Ouais, t'es en mars-avril, à peu près. Là. Ouais, environ. Fait qu'on améliore ta capacité à générer de la force. Comment qu'on fait ça? Puis tu sais, peut-être même un petit peu avant mars-avril, okay. Qu'on va commencer ça. Puis dans le fond, on baisse le nombre de répétitions. On essaye d'augmenter les charges, de garder en tête la surcharge progressive. Fait que tu traques tes charges, tu essaies de les augmenter un petit peu à chaque semaine dans le contexte d'une bonne technique. Puis tu sais, évidemment, avec ces athlètes-là, c'est super important parce qu'encore une fois, c'est leur premier contact en entraînement. Fait que la sélection d'exercices aussi devient importante. Okay? Tu peux pas garrocher des exercices hyper complexes avec du 5 répétitions, du 6 répétitions à quelqu'un qui les a jamais fait. Fait qu'il faut y aller progressivement. Ça pourrait être quoi un exemple d'exercice complexe? Complexe. Ben, tu sais, ça a l'air de rien, mais malgré que c'est pas des mauvais exercices, puis on en fait. Okay? On en fait avec nos athlètes, c'est juste chaque chose en son temps. Des formes de squat, c'est des mouvements qui prennent plus de temps à apprendre. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, on va attendre un petit peu plus, puis on va apprendre le patron de squat d'une différente façon, qui est un petit peu plus safe. Fait que, du back squat, je parle, là. Puis des formes de deadlift, OK? Des deadlifts, on n'en fait pas avec nos athlètes de football. Je trouve pas que c'est des mauvais mouvements du tout. Je trouve que le deadlift, c'est un bon mouvement, mais ça reste que pour ces jeunes-là, rester dans des mouvements qui sont plus simples, mais efficaces, c'est vraiment le name of the game. Est-ce que là, il y a des exercices compound? Parce que là, tu sais, ouais. Tu pourrais l'expliquer pour moi. Tu vas être mieux placé que moi pour l'expliquer. Mais est-ce qu'il y a des exercices compound simples pour ces athlètes-là ou oui. Vous allez plus spécifique dans... Oui. Tu sais, il y a des mouvements, malgré que c'est pas 100% simple, c'est un petit peu plus, je vais dire, safe, malgré que, encore une fois, le back squat est safe. Tu sais, c'est un monde de nuances, là. Tu sais, ouais. La préparation physique, c'est un monde de nuances. Puis le genre de décision que tu vas prendre en individuel sera pas les mêmes que tu vas prendre pour un groupe.
Parce que ton groupe, tu veux que ce soit sécuritaire pour tous parce que tu n'as pas des yeux 100% du temps sur tout le monde. Tu veux t'assurer qu'il soit safe, malgré que, sincèrement, si tu es un bon préparateur physique, tu vas catcher tout. Ça reste que des fois, tu n'as pas l'œil au bon endroit au bon moment. Fait qu'avoir les bons mouvements pour des groupes, c'est super important. Tandis que pour des individuels, des back squats, des deadlifts, des choses comme ça, c'est beaucoup plus manageable parce que tu es capable d'être avec eux pendant qu'ils le font. Ouais. Puis, j'en ai des athlètes là, de football qui font des mouvements très complexes. Là. De l'haltérophilie, que même l'été, on va en faire avec nos groupes de l'haltérophilie. Fait que des cleans, des power cleans, des choses comme ça. Puis, tu sais, c'est en privé. Je suis même rendu à un point où c'est que, vu qu'on a été capable de le regarder plusieurs fois, ben, je leur fais confiance à faire leur clean, puis je sais qu'ils vont le faire bien. Mais en groupe, des exemples, admettons, de mouvements compound qui sont plus safe en groupe, des mouvements comme des split squats, fait que des fentes sur place. OK? C'est des mouvements où c'est que ton tronc il va être complètement droit, fait qu'il y a moins de problèmes potentiels pour le dos. C'est sûr que c'est pas simple en soi, dans le sens que faut que tu l'apprennes le mouvement malgré tout, au même degré que pour le squat. Mais il y a un peu moins de risques. Un petit peu moins de risques. Puis, tu sais, comme je dis, c'est un monde de nuances, dans le sens que c'est tous des bons mouvements. Puis, tu sais, pour 90% des mouvements, tu me verras jamais dire que c'est un mauvais mouvement. C'est peut-être juste mal appliqué au contexte. Mal exécuté, ouais. C'est tout contexte dépendant de comment tu l'utilises puis dans quel contexte tu l'utilises. Il y a des contextes pour lesquels certains exercices ne s'appliquent pas du tout. Okay? Disons que tu veux prendre de la masse musculaire puis tu fais du dumbbell press sur un bossu ou sur un ballon suisse, ben tu n'as pas compris c'est quoi l'objectif. Tu comprends? Fait que, toute la sélection d'exercices va être super important quand tu travailles avec des jeunes parce que tu veux t'assurer qu'ils soient stimulés suffisamment pour aller chercher leurs objectifs. Mais non seulement ça, tu veux t'assurer que ce soit safe pour eux puis que ce soit stimulant puis que ce soit le fun. Donc, c'est ça. Surtout avec les plus jeunes, un peu plus TikTok qui veulent tout avoir vite. Là. Mais je pense que ça, je pense que c'est juste empiré. Je dis pas qu'avant, les jeunes ne l'étaient pas. Là. Ben, tu sais, ça reste que c'est une culture qui est présente. Là. Tu sais, malgré... Tu sais, j'ai pareil l'impression que les réseaux sociaux ont apporté des super belles choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs, par exemple, que surtout dans le monde de l'entraînement, autant au niveau de je vais appeler fake news, pas des fake news, mais tu sais, des informations erronées qui vont être partagées sur les réseaux sociaux. Puis la difficulté que tu peux avoir en tant que personne qui s'en va sur Internet pour aller chercher de l'information, c'est tough là, pour aller chercher de l'information qui est bonne puis qui est adaptée à tes besoins spécifiques. C'est tough. Puis ça, c'est rendu plus tough maintenant que ça l'était avant parce que la quantité de contenu est vraiment plus grande. Puis ceux qui produisent le contenu, j'ai l'impression que leur qualificatif pour être capable de le faire est plus bas. Tu sais, n'importe qui peut se prendre une caméra puis filmer du contenu fitness sur les réseaux sociaux. N'importe qui. Tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme 10 ans, c'était plus des gens qui, pour leur business, des choses comme ça. Fait que, malgré que ça a apporté super beaucoup de bonnes choses, je pense que ça, c'est un des trucs pour les jeunes que souvent, il va falloir défaire des mythes. Là. Des mythes de pourquoi on ne fait pas juste du chest press, du leg extension, puis tu comprends, des mouvements plus type bodybuilding, malgré que c'est des bons mouvements, encore une fois, juste pas dans le contexte de la préparation physique. Moi, c'est une chose que j'ai changé cette année parce que j'arrive aussi du monde du sport. J'aime la science, j'aime m'informer. Puis quand j'ai arrêté le sport, j'étais comme, je suis capable de m'en faire un plan d'entraînement. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu fais juste overanalyse. Ouais. Tu suranalyses tout. Là, finalement, tu te décourages. Fait que tu vas prendre de quoi qui est déjà fait. Ouais. Mais tu sais, littéralement, je vais être bien honnête avec tout le monde. Là. Quand j'étais à Dubaï, j'ai réussi. Puis là, ça, c'était en février-mars 2024. Ouais. J'ai réussi 2 reps à 135 livres sur le bench. Une plate. J'avais jamais été capable de faire ça. Là. Ouais. Et là,
Mon coach m'a montré comment faire un bench press il y a 4 semaines, il y a un mois. Ouais. Je viens d'apprendre comment faire un bench press. J'en fais depuis que j'ai 14 ans. Là. Ah, ouais, ben oui. Là, c'est comme, c'est ça. Ouais. Puis là, je C'est sais plus pas complexe si... que tu pourrais penser, sincèrement. Ben oui. Puis là, j'ai l'impression que je sais pas si c'est parce que je m'entraîne beaucoup, mais tu sais, je suis rendu à 35 livres. Ouais. Tu sais, j'approche d'une plate, puis je suis comme... C'est parce que jamais dans ma vie, je pensais refaire un jour une plate, là, au bench. Ouais. Là. Moi, j'étais un gars de cuisse, là. Ouais. faire du bench, là, penser, imaginer faire le 135, c'est quasiment un miracle, là. Ah, ouais. Mais ce que j'avais l'impression, tu sais, il m'a montré comment bien le faire. Maintenant, je force des pecs. Ouais. Avant, je forçais des épaules. Ah, ben oui. Ben, tu sais, c'est plus le bench en particulier. Moi, c'est un de mes mouvements préférés, là. Fameux gym bro, voilà. Mais, tu sais, c'est un de mes mouvements préférés, mais c'est beaucoup, tu sais, surtout, j'ai fait du powerlifting. Puis, tu sais, c'est un des 3 mouvements du powerlifting: squat, bench et deadlift, pour ceux qui ne connaissent pas le powerlifting ou la dynamophilie en français. Le bench press, c'est un des mouvements les plus complexes en powerlifting. C'est surtout, admettons, quand tu veux compétitionner, tu te rends compte, oh my god, OK, il y a plus de stock que je pensais. Il y a vraiment plus de stock que je pensais, mais ça reste que c'est un mouvement qui est super le fun, puis j'ai l'impression que c'est comme gratifiant aussi. Tu sais, quand tu atteins ton 135, moi, justement, au secondaire, je voulais vraiment comme aller chercher la fameuse plate, là, je voulais aller chercher la plate. Puis justement, j'avais, tu sais, il y avait ça c'est vraiment comme nono, là, mais nono de chez nono. En cours de français, on avait un cours on avait un projet qui c'était comme une pièce de théâtre, qu'il fallait qu'on crée nous-mêmes. Puis le nom de notre pièce de théâtre, ça s'appelle La quête pour la plate. La quête pour la plate en français. Tu sais, c'était. En tout cas, je trouvais ça bien drôle dans le temps. Là. Mais voilà, tu sais, je trouve que c'est comme. En tout cas, c'est un beau mouvement. J'aime bien le bench. Puis là, si on en revient au foot, on était rendu à peu près en avril. C'est vrai. À partir de la phase de force max. Tu sais, la phase de force max, là, encore une fois, tu essaies d'augmenter ta capacité à générer de la force parce que c'est un des 2 facteurs de la puissance. C'est la force sur un temps. OK? Fait que si quelqu'un qui squatte plus lourd, automatiquement va être plus puissant. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Tu peux pas juste faire de la force max puis dire « Ah, cool, je suis prêt pour ma saison ». Fait que c'est là que la phase de puissance rentre en jeu. Puis c'est là qu'on essaie de mettre tout ensemble. OK? OK, attends. Il y a de la force max. Oui, puis de la puissance. Ouais. La puissance, c'est là aussi que tu vas lever des charges lourdes le plus rapidement possible. L'explosivité, OK. Exact. Tu peux voir la phase de puissance comme la phase d'explosivité. Ça, c'est mi-fin printemps vers jusqu'à la fin de l'été. OK? Puis pendant cette phase-là, on a typiquement, là, avec mes athlètes, on fait 3 trainings en salle, 2 trainings sur le terrain, où c'est qu'on va faire des accélérations, changement de direction, démarrage, tout ce qui fait en sorte que quand tu vas avoir pris tu sais, tantôt, je parlais de tu as 2 athlètes qui pèsent le même poids, qui pèsent 20 livres de plus que l'autre, mais qui courent à la même vitesse. Ben, si tu veux t'assurer que tu cours à la même vitesse, ben, il faut que tu cours. Fait que, tu sais, souvent, mettons, une des grosses erreurs des joueurs de foot dans leur off-season, c'est OK, ils s'en vont au gym, ils font ce qu'ils ont à faire, puis après ça, ils arrivent sur le terrain, puis ça va OK, je pèse 20 livres de plus, mais je suis rendu slow. T'sais, fait qu'il faut que tu t'assures que quand que tu fais ta préparation physique, tu fais pas juste de l'entraînement en salle, mais tu le combles aussi avec de l'entraînement sur le terrain de bonne qualité. Fait que tu veux t'assurer que tu aies une intensité qui soit suffisamment élevée, tu n'aies pas trop de volume non plus parce que c'est très fatigant comme type de séance. Tu vas avoir le bon volume dans ta séance. Question que cet athlète-là, il devienne plus rapide, qu'il ne perde pas de vitesse, puis même qu'il en gagne, même s'il prend de la masse musculaire. Puis après ça, dans la salle, on fait de l'haltérophilie, des squats, des contrastes. C'est quoi des contrastes? C'est tu vas faire un mouvement de force max. Fait que disons, admettons, un back squat avec 5 reps combiné avec un box jump. Puis tu sais, là, l'été... Ça... Je l'ai déjà fait ça, c'est bon, mortel. Voilà. Fait que tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle un contraste. Fait que tu contrastes avec quelque chose de plus lent, fait avec beaucoup de charge, à quelque chose qui va être fait rapidement, fait que soit pliométrique ou force de vitesse, peu importe.
Tu vas contraster ces deux-là ensemble. Puis ça, justement, tu es rendu à un point aussi que ces athlètes-là, qui sont quand même jeunes, ben, ils ont quand même 4 mois d'entraînement derrière eux, sont capables de faire des mouvements à partir de ce point-là, de faire des mouvements comme des back squats, faire des mouvements un petit peu plus complexes parce qu'ils apprennent vite à cet âge-là. OK? Quand ils sont en secondaire 4-5, 3-4-5, là, sincèrement, ils apprennent très, très, très rapidement. Puis ce que tu vas te rendre compte si tu es préparateur physique, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas suffisamment en kin. Puis ça, c'est quelque chose que justement Pierre-Antoine, qui était en intervention sportive, m'a beaucoup amené. C'est comment prendre en charge des athlètes qui sont plus jeunes. Tu sais, tes athlètes plus jeunes sont R1, là, c'est pas la même game que des sons R3. Puis des sons R3, c'est pas la même game que des sons R5. Puis des sons R5, c'est pas la même chose que des premières années du cégep. Il y a tellement beaucoup de changements qui se passent dans ces phases-là. Puis l'erreur des kinésiologues, c'est qu'ils voient juste ces changements-là comme étant physiques. Mais c'est aussi des changements ici, OK, sur les phases de développement de ton athlète. Quand tu es plus jeune, tu veux t'entraîner principalement via le plaisir, puis être un peu moins dans la spécificité. Puis plus tu avances dans ton processus, plus tu t'en vas vers la spécificité. Sur R3, 4, 5, tu peux commencer à être un petit peu plus spécifique. Puis tout ça est dépendant du sport. Là. Tu checkes la gymnastique. Là. C'est c'est un sport de spécialisation hâtive, voulant dire qu'ils piquent dans leur performance extrêmement jeune. Mais c'est pas tous les sports qui sont comme ça. Le football, c'est un petit peu plus tard. Fait que tout est dépendant du sport, mais ça reste que sur R3, 4, 5, on est capable de faire des trucs super le fun avec eux qui sont plus spécifiques puis qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'ils vont faire justement au cégep. Mais je dirais dans une version peut-être un petit peu plus simple, mais ça dépend vraiment dans le sens que, comme je dis, moi, j'ai eu des athlètes, j'ai eu un corps arrière que j'ai pris en charge cet été qui, lui, bouge extrêmement bien. Okay? Il comprend bien son corps, puis il a comme un bon niveau de QI d'entraînement, je dirais. Là. Puis avec maturité, là. Oui, exactement. Autant maturité physique que mentale, dans le sens qu'il est discipliné et tout. Avec lui, j'étais capable de faire des choses que, écoute, même des gars de cégep, ils font pas. Il est capable de le gérer, puis il est capable de le faire de la bonne façon, puis de façon sécuritaire. Puis je lui fais 100% confiance à faire des entraînements qui sont plus complexes. Comme je dis, tout est dépendant du type de suivi, puis de l'objectif, puis de la personne que tu as devant toi. Ça, c'est méga, méga, méga important. Puis c'est quelque chose qu'on fait. On a justement un programme dans le volleyball où c'est qu'on fait des semi-privés, mais chacun des athlètes ont leur propre programme en fonction des évaluations qu'on a faites. Puis c'est justement important d'individualiser du mieux tes capacités. En groupe, c'est plus difficile d'individualiser. Fait qu'il faut que tu y ailles avec les informations que tu as. Fait que si tu as quelqu'un qui a une blessure en particulier, c'est là qu'il faut que tu changes certains exercices. Mais voilà. Mettons, si on revient aux phases pour le football, après ça, après la phase de puissance, boum, ils embarquent sur le terrain, puis ils sont ready to go. Fait que c'est vraiment en 3 phases, la phase d'hypertrophie, phase de force max, puis phase de puissance. Puis ça veut pas dire qu'il n'y aura pas certains éléments de chacune des phases qui vont rester entre eux, mais ça reste les focus principal de chaque phase vont être sur ces qualités physiques-là. Pendant la saison, le foot, c'est un sport quand même rough pour le corps. Ouais. Ils ont-tu comme juste du maintien ou même pas? Je dirais, le foot, comme tu dis, c'est un sport qui est rough dans le sens... C'est un sport qui génère beaucoup de fatigue parce qu'ils ont quand même du bon volume pendant leur semaine, dépendamment de où c'est qu'ils jouent au football, puis du niveau auquel tu joues. Mais ils vont avoir un bon volume de foot à travers la semaine. Puis ça crée de la fatigue. Tu veux pas leur en donner trop parce que le volume, c'est volume voulant dire la quantité. Pour ceux qui ne savent pas nécessairement c'est quoi le volume, là. Le volume voulant dire la quantité d'entraînement que tu vas faire dans ta semaine. T'sais, souvent, tu penses juste l'entraînement comme étant ce que tu fais dans la salle d'entraînement. Mais non. Ce que tu fais aussi sur le terrain, ça compte aussi dans du volume d'entraînement. Fait que c'est pour ça que c'est quand même important de tracker ta charge d'entraînement. Vu que c'est un sport où c'est que tu as beaucoup de stock à faire à travers ta semaine, c'est important de doser ce que tu fais dans la salle. Fait que nous autres, ce qu'on fait, là, c'est on élimine le flafla. Flafla voulant pas dire des trucs qui sont pas importants, mais voulant dire qu'ils vont avoir tu
tu veux garder ce qui a le plus de valeur puis d'impact pour la fatigue que ça va générer. Fait que tu gardes juste ce qui a le plus d'impact pour la fatigue que ça va générer. Ça voulant dire des exercices multiarticulaires, tu n'en as pas beaucoup, tu as juste une poussée, un tirage, une forme de squat incluant aussi des formes de fente et tout, puis un hinge voulant dire, admettons, hip thrust, Romanian deadlift, fait que plus fessier, ischio, jambier dominant. Tu vas avoir un de chacun de ces 4 mouvements principaux-là, puis des petits mouvements de prévention de blessures vers la fin, mais ça va être principalement ça. Puis on va avoir un petit peu moins de puissance parce que de toute façon, la puissance est sollicitée beaucoup sur le terrain quand ils sont dans leur pratique. Fait que tu veux pas comme retaper là-dedans quand ils tapent déjà beaucoup là-dedans. Fait qu'on met l'accent sur la force max, ce qui est la qualité qui va diminuer le plus rapidement quand tu l'entraînes pas in-season. Tu as beau faire tes entraînements de foot qui sont quand même physiques, tu vas pareil perdre ta force max si tu l'entraînes pas. T'sais. Surtout que les gars, écoute, ils brûlent beaucoup de calories. Des fois, ils mangent pas assez. Puis surtout à cet âge-là, tu as besoin de manger beaucoup. Là. Puis une nutritionniste serait probablement mieux capable d'expliquer tous ces aspects-là que moi. Mais ça reste que c'est un aspect qui est quand même important. Puis vu qu'ils dépensent beaucoup de calories, ben des fois, ils perdent du poids, ils perdent de la force. Fait que si tu ne l'entraînes pas, ta force, ben ça risque de baisser, puis ça risque d'impacter ta puissance. Le fait que ça impacte ta puissance, ça impacte ta performance sur le terrain. Fait que c'est pour ça que c'est quand même important de garder une base de force max à travers ton training. S'il y a une affaire que quelqu'un qui ne connaît pas le football ou qui n'en a jamais vu de proche, là, allez voir un O-line courir un 20 verges. Hey, ouais, hein? Si vous voulez avoir peur, là, c'est ça de la puissance. Hey, dans les combines de la NFL, là, voir ça, c'est tellement impressionnant. Là. De voir du monde là, qui court plus vite que toi, mais il pèse le double de toi. Là. Ça, c'est comme épeurant. Là. Moi, j'avais fait, quand j'étais en 6e année, j'avais fait les trials pour Roger Comtois. On m'avait dit que j'étais pas assez compétitif. ça, j'en doute encore. Mais quand tu vois un O-line, il devait être en secondaire 5, là, puis il devait peser 2,40, là, une méchante pièce de frigidaire. Là. Quand il se met à courir, t'es comme « Holy mother! » C'est ça. C'est impressionnant. C'est de la puissance pure, là. Ça fait peur, là. 100%. Ça fait peur. Puis là, tu sais, imaginez-vous, là, je sais pas, vous mesurez combien, un gars, une fille, vous êtes large, pas large, chiquette ou non, là. Mais imaginez qu'il y a 300 livres qui courent vers vous à une vitesse de comme 15-20 km/h, je sais pas, là. Puis qui sprintent, là. Il n'y a même pas d'équipement. Ajoutez des équipements. Puis là, c'est ça, une ligne d'O-line puis de D-line, là. Surtout les D-line, là. Les D-line, des fois, c'est vraiment impressionnant parce que c'est des big guys, mais qui ont une capacité quand même. Il faut qu'ils soient capables de courir, dans le sens qu'il faut qu'ils ont un sac à faire, il faut qu'ils soient capables de courir. Il faut qu'ils soient capables de courir après Patrick Mahomes. Ben oui. Il faut que tu sois capable de courir. Fait que les D-line, c'est une position qui demande beaucoup de puissance, mais à un certain degré, il faut que tu sois quand même suffisamment fast pour aller chercher ton sac du corps, justement. Puis il faut que tu aies un bon jeu de pied. C'est comme... ça, c'est quelque chose, là. On parle souvent de préparation physique pour les joueurs de foot, mais quand tu te rends à un niveau un petit peu plus élevé, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de différences entre les positions. Ben oui. Puis, admettons, un DB demi-défensif, pour ceux qui connaissent moins les termes de football, ceux-là qui sont devant les receveurs. Puis après ça, les receveurs, ceux-là qui attrapent les ballons. Dans le fond, ces deux-là, ils vont avoir une préparation physique totalement différente de les joueurs de ligne, justement. Puis même, à un certain degré aussi, les maraudeurs, fait que les linebackers, c'est des positions qui sont totalement différentes. Puis après ça, QB. Hey, QB, c'est un sport différent. C'est quasiment un sport différent. C'est un sport différent, là. Tu joues pas au football, tu joues au QB. T'as-tu écouté sur Netflix la série QB? Non, j'ai pas écouté. Hey man. Quand j'ai écouté ce documentaire-là, ces gars-là ont eu tout mon respect. Ils ont gagné tout mon respect par leur cerveau. Ah oui, ben oui. C'est des athlètes qui sont hyper... Tu sais, tantôt, je parlais de mon athlète qui était QB, là. Tu sais, je disais qu'il y a une bonne compréhension,
Mais tu sais, tu le vois sur le terrain, tu vois un bon QB sur le terrain, c'est des gars qui sont intelligents. Là. Tu sais, un bon QB va être quelqu'un d'intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Il a un bon QI général puis une capacité de lecture que la plupart des gens qui pensent que les joueurs de football, c'est juste des brutes, ne comprennent pas. T'sais, c'est pas juste des brutes, c'est des athlètes qui ont une bonne compréhension du jeu, puis tu as beaucoup de positions là, pour lesquelles il faut que tu sois très, très allumé. Même chose pour les linebackers, même chose pour les safety. Il faut que tu aies une bonne lecture de ce qui se passe. Il faut vraiment que tu aies une bonne lecture de ce qui se passe. Puis ça, c'est quelque chose que quand tu n'es pas dans le sport, peut-être tu ne comprendras pas. Ben, tu t'en rends pas compte. Ouais. On les entend pas, les calls de jeux de football. Là. Ouais. Mais allez écouter des vidéos de ça. Je pense que les Kelsey, Travis, puis Jason, ils en parlent à un moment donné dans leur podcast, puis ils disent voici ça a l'air de quoi un vrai call. Ou il y a aussi un épisode, un late night show avec Drew Brees qui dit un call de football. Là. Ça 10 mots, 12 mots, 15 mots. Puis, mais ça, c'est une chaîne. Puis ce que Travis et Jason ils disent, c'est non, vous comprenez pas. Là. Quand moi je joue à ma position, j'attends mon call dans la série des 15 mots. Puis moi, je sais qu'est-ce que mon mot veut dire. Les autres mots, je m'en balance. J'ai pas à m'en rappeler. Mais le QB, il faut qu'il sache. Littéralement, chaque mot veut dire quoi. Ça, c'est un jeu. 100%, Puis ils en ont 80. Soit entre 60 et 120 à s'en rappeler par game. Faut que tu connaisses ton playbook super bien. T'as pas le choix. Faut que tu connaisses la défense de l'autre équipe à chaque game. Puis à chaque année, il y a une vidéo de ça. Alors, je suis geek un peu dans le foot, là, malgré que j'ai jamais joué à part receiver dans un camp. Mais Tom Brady, à chaque année, il y a un binder de chaque année avec tous les jeux de toutes les autres équipes. Genre, c'est une note. OK, bon, mais cette équipe-là, c'est ça. Cette équipe-là, c'est que l'année d'après, ben, il rouvrait ses notes. Tu sais, les meilleurs au monde, souvent, il y a des raisons. Ah oui, ben oui. Puis, tu sais, quand tu vois Tom Brady, la quantité qu'il étudiait, puis sérieusement qu'il étudiait, puis quand tu regardes Patrick Mahomes, c'est tout étudié. Puis, une éthique de travail qui est vraiment super cool. Là. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup la mentalité de ce genre d'athlète-là, puis ce que ça prend pour se rendre là. Puis, je le sais qu'aussi, pour se rendre là, c'est pas tout des roses, puis c'est pas des arcs-en-ciel tout le temps se rendre là. C'est pas évident, puis veux pas, pour se rendre là, faut que tu sois quand même quelqu'un de qui est très comme discipliné, puis tu mets 100% de tes œuvres dans le même panier, puis c'est des sacrifices. Mais quand tu es prêt à faire ce genre de sacrifice-là, là, c'est fou à quel point ça mène à des athlètes qui sont incroyables. Ce monde-là, puis il faut qu'à la base, il y ait le talent en plus. Là. C'est pas juste les skills, c'est aussi le talent. T'sais. Si on geek un peu plus dans l'entraînement physique, dans la préparation physique, pas juste dans le football, mais dans la préparation physique en général, au niveau de l'hypertrophie, toi, tu es quand même spécialisé là-dedans, tu l'as mentionné. Pas en général, mais pour débuter, c'est quoi la différence entre hypertrophie et force? Je l'ai dit vite tantôt, mais comme ça, on rentre un petit peu. Ben, tu vois, la force, c'est une qualité physique, puis l'hypertrophie, c'est les résultats. Tu sais, c'est une adaptation physiologique, dans le fond. Là, tu vas prendre de la masse musculaire. Il y en a un qui c'est tu vas prendre de la masse musculaire. L'autre, c'est tu es capable de lever des charges plus lourdes. T'sais. Fait que, à la base, pour les gens qui, pour rendre ça très, très simple, c'est vraiment, il y en a un, l'hypertrophie, tu essaies de prendre de la masse musculaire. Force, c'est tu augmentes les charges sur la barre. Pour rendre ça très, très simple, ça se résume principalement à ça, mettons. Puis, la force, est-ce que c'est un petit peu plus neurologique ou c'est plus d'infime? Ben, il y a deux sphères principales à la force. Tu as une sphère, justement, neurale, fait que les adaptations neurales. Puis ça, c'est des choses qui se passent un petit peu plus rapidement quand tu commences à t'entraîner. Puis il y en a beaucoup de différentes adaptations neurales. Dans le sens, mettons, si on s'en va dans les petits micro-détails, OK? Juste pour te donner un petit exemple,
d'une adaptation neurale qui justifie des augmentations de force. Disons, tu regardes quelqu'un là, qui va faire un leg extension pour la première fois. Leg extension, voulant dire la machine où c'est que tu viens faire des extensions du genou avec un petit pad, là, c'est pour les quadriceps. Des fois, tu vas voir, là, le quadriceps commence à shaker. Ouais. OK? Ça, c'est une contraction de l'antagoniste. OK? C'est ton ischio-jambier, il vient tirer, il n'est pas habitué, il ne sait pas trop quoi faire. Puis ça, c'est quelque chose qui s'élimine avec le temps. Puis si tu es capable d'éliminer ça, ça améliore ta capacité à générer de la force avec ton quadriceps parce que tu as une force en moins. Une résistance Ça en moins. une résistance en moins. Bon, ça, c'en est une. Après ça, l'amélioration de ta coordination. OK? Ta capacité à mieux gérer ta charge, mieux contrôler ta charge, c'en est une. Il y en a plein des différentes adaptations neurales. Ça, c'est une sphère de la force max. OK? C'est pour ça que tu vas avoir des gens là, qui vont monter en force, mais que leur masse musculaire va rester exactement pareille. OK? Ça, c'est pas fait par magie, c'est pas de la force abracadabra, je suis plus fort. C'est des adaptations neurales. Puis après ça, tu as aussi les adaptations en hypertrophie. OK? L'hypertrophie, c'est t'augmentes la quantité de masse musculaire que tu as à l'intérieur de ton muscle en soi. OK? Si tu as plus de quantité de masse musculaire, ça te permet de générer des plus grandes tensions. Des plus grandes tensions te permettent d'aller chercher plus de force. Fait que, l'hypertrophie va être quelque chose qui va te permettre d'aller chercher de la force. Puis c'est comme il y a un petit feedback loop que tu peux aller chercher là-dedans, justement, tu deviens plus fort, tu as une meilleure capacité à générer de l'hypertrophie, tu as plus d'hypertrophie, tu vas être plus fort. Puis, je sais que tu n'es pas nutritionniste, là, Ouais. mais c'est des affaires qu'on peut voir sur les médias sociaux. Si tu veux prendre de la masse, il faut que tu manges. Oui. Oui, OK. C'est ça, je voulais voir. Est-ce que tu peux faire un entraînement de type hypertrophie, mais si tu ne manges pas suffisamment, est-ce que tu vas grossir ou non? Ça dépend. Ben, c'est une super bonne question. Puis ça, là, c'est multifactoriel comme ça n'a pas de bon sens. Là. Okay. Dans le sens, premièrement, OK, ça dépend beaucoup de ta génétique. OK? Est-ce que tu as une prédisposition à la prise de masse musculaire? Écoute, j'en ai un de mes clients là, avec qui, lui, son objectif, c'était de perdre du poids. Il voulait comme perdre une espèce de 30 livres. Il a perdu 30 livres, mais il a monté en masse musculaire. Ça dit quand même, c'est quand même quelque chose, ça. Là. C'est rare que tu vas voir. Ben, c'est rare. Comme je dis, ça dépend. Deuxièmement, il était bien entouré. Il était bien entouré. Il y avait un méchant bon coach. Je sais pas c'est qui, mais en tout cas, il est... Ah ouais. Là, je mettais une petite tape dans le dos. Là. Mais après ça, tu sais, il y a aussi le niveau d'expérience de ta personne. Est-ce qu'il s'est déjà entraîné ou non? T'sais, est-ce qu'il s'est déjà entraîné? Ça dicte beaucoup ta capacité à aller chercher de la masse musculaire parce que tu vois ça comme une courbe racine carrée, ta capacité à prendre de la masse musculaire. Dans le sens, au début, ça va être facile. Ça va être facile. Oui, ça va être facile. Relativement parlant, si tu fais les bonnes choses, ça va venir un peu facilement. A un fond qui va être capable d'aller chercher. That's it. Puis même si tu es en déficit, il va y avoir certaines personnes qui vont être capables d'aller chercher ça. Puis, tu sais, c'est observable. Là. Tu peux le regarder en faisant du testing. Mais à partir d'un certain point, ton corps, il ne voudra plus. Là, ça devient plus difficile. Puis c'est là que aller chercher minimum un maintien calorique, c'est comme nécessaire pour aller chercher plus de masse musculaire. Mais c'est sûr que oui, c'est possible. Mais tout ça, ça dépend de ce que tu fais, de ton niveau d'expérience, puis de ta génétique. C'est les trois choses qui vont influencer ta capacité à prendre la masse musculaire. Si tu fais du yoga avec une coupe de crunch à la fin, ben peut-être que tu ne prendras pas de masse musculaire à un degré important. Tu peux en prendre un petit peu, mais tu n'en prendras peut-être pas, malgré que c'est super bon. Je tiens à dire, là, je disais pas ça pour dire que c'était pas bon. C'est des super bonnes activités. Mais c'était plus dans le sens, si ton objectif, c'est d'aller chercher de l'hypertrophie, c'est pas ça qui va aller chercher ce genre d'adaptation-là. Ça serait un petit peu plus de l'entraînement en résistance, où c'est que tu vas générer des tensions dans tes masses musculaires, parce qu'il y a deux principaux agents stressants qui mènent à de l'hypertrophie. Le principal puis le plus important, c'est le stress mécanique. Okay? La tension que tu vas générer dans ton muscle. Puis deuxièmement, c'est le stress métabolique.
Fait que, dans le fond, là, vois ça comme, mettons, tu viens faire 30 reps, là, ça brûle, là, puis tu commences à avoir une pompe. Ben ça, c'est un résultat du stress métabolique. OK? Tu as plus d'acide lactique, disons H+, qui viennent au niveau de la masse musculaire. Puis ça crée des adaptations qui mènent à de la prise de masse musculaire. Puis c'est bien important de aussi distinguer le dommage musculaire. Fait que quand t'es raqué le lendemain, là, ça, c'est du dommage musculaire. Ça, malgré que c'est un signe que tu as bien travaillé la masse musculaire, que tu veux aller travailler, c'est pas nécessaire pour aller chercher de la masse musculaire. Fait que c'est ça. Mettons, ça, c'est les différentes adaptations qui vont mener à ta prise de masse musculaire. Fait que c'est ça, en général. C'est bon. Mais j'ai quand même 55-60% de mes auditeurs qui sont des femmes. Ouais. Est-ce que les femmes peuvent faire l'hypertrophie, ils vont avoir toute l'air de des gars après? Absolument pas. Puis ça, genre, je suis tellement content que tu me le poses comme question. Puis tu sais, à un certain degré, tu sais, tantôt, je disais que les réseaux sociaux, ils ont eu quand même un effet positif, certains effets positifs dans le monde de l'entraînement, là. Malgré que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça a rendu... tu sais, ça peut donner des attentes qui sont irréalistes, soit à cause des stéroïdes, du lighting, du pump, toutes les affaires. Tu sais, c'est souvent l'élite qui se ramasse sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'au moins, quelque chose de positif que ça a eu, ça a eu l'effet positif de un peu démocratiser, je vais dire, la prise de masse musculaire, que c'est pas juste pour les gars, c'est pour tout le monde. Puis, tu vois du monde sur les réseaux sociaux, des femmes qui sont en bonne shape, que disons que c'est une shape en tant que femme que tu aimerais ça atteindre, mais tu regardes ce qu'elle fait, ben, elle fait de l'entraînement en résistance de type hypertrophie. Okay? C'est ça qu'elle fait. Puis, elle ressemble-tu à Arnold Schwarzenegger? Non. T'sais, ce qu'il faut distinguer, c'est que les femmes qui sont culturistes, qui se rendent à ce niveau-là, d'abord, avant tout, ils ont une génétique extrêmement unique. Dans le sens que c'est 0,001% de la population. OK? C'est le monde qui se rend là. Puis après ça, la majorité d'entre eux, pour les compétitions de bodybuilding, c'est plate à dire, mais sont sur des stéroïdes anabolisants. Ça, la plupart des gens, ils le savent pas, mais ça existe. Puis si tu le sais pas, tu vas dire « Oh non, je vais toucher un poids, puis je vais ressembler à ça. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis après ça, ce monde-là, ils dédient 100% de leur énergie à atteindre cet objectif-là. OK? Fait que si tu penses qu'en checkant un poids, tu vas ressembler à Arnold, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que tu sais, si tu veux tonifier, si tu veux... tu sais, tonifier à la base, c'est quoi? C'est hypertrophie plus diminution de ton pourcentage de gras, là. Tu sais, c'est comme pas plus compliqué que ça, là. Tu sais, tonifier, c'est tout simplement ça, tu sais. Parce que j'en ai eu beaucoup, là. Tu sais, de quoi que je trouve cool, c'est que depuis les dernières années aussi, là, de plus en plus, j'en ai là, des clientes, là, puis j'en ai quand même beaucoup, qui viennent me voir pour de la prise de masse. Genre. Puis c'est ça leur objectif. Ils viennent me voir, puis leur objectif, c'est la prise de masse. Puis tu sais, je trouve ça cool à voir. Ils sont craqués. Puis justement, tu sais, le fait que ce genre de petits mythes-là, tranquillement, ça commence à se démystifier. Je trouve ça positif pour tout le monde, parce que ça a tellement de bénéfices, là, la prise de masse musculaire pour les femmes, puis les hommes aussi, là. Pour les femmes sont plus à risque d'ostéoporose, surtout à partir d'un certain âge. Ben, si tu fais de l'entraînement en résistance, de l'entraînement en hypertrophie, ça prévient potentiellement ce genre de problème-là. Même chose pour la sarcopénie. Sarcopénie voulant dire la diminution de la masse musculaire avec l'âge. L'entraînement en résistance, ça prévient ça. Après ça, régulation des hormones, ça t'aide à avoir une bonne sensibilité à l'insuline qui est saine. Fait que tout ça, c'est des choses qui sont positives pour ta santé. Puis après ça, simplement d'un point de vue esthétique, après ça, quand tu penses que l'entraînement en hypertrophie va te donner un certain look que tu veux pas, ben, guess what, ceux-là qui ont le look que tu veux, ils font ce que tu veux pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils font de l'entraînement en résistance, ils font des mouvements avec des charges un petit peu plus élevées. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, si tu veux aller chercher ce genre d'adaptation-là, il faut que tu fasses ce genre d'entraînement-là. Puis après ça, d'un point de vue performance aussi, là, la prise de masse musculaire chez les femmes, c'est super payant, là.
tu regardes des sports justement comme volleyball, malgré que dans ton entraînement, ton objectif, ça sera jamais de dire « Hey, moi, je veux te faire prendre la masse. » Ouais. Ça sera pas ça ton objectif. Ça va être un résultat de l'entraînement que tu fais. Mais si tu veux augmenter ta force et ta puissance, ben, tu vas avoir comme résultat un athlète qui a des quads puis des fessiers un petit peu plus développés. Puis ça, c'est transférable sur le terrain. Parce que tu es capable de générer plus de force, tu es capable de générer plus de force, tu es capable de générer plus de puissance. Fait que je trouve que l'entraînement en hypertrophie, c'est autant pour les hommes que les femmes. Là. Moi, une chose que j'ai remarqué, puis je parle pas au nom des filles que je connais qui s'entraînent. Là. Ouais. Je vais parler en mon nom de gars, Ouais. d'homme de 29 ans. Mais quand tu t'entraînes à n'importe quel niveau, puis que tu vois de l'amélioration, puis que tu te sens bien. Ouais. J'ai changé mon plan il y a 4 semaines. Ben, j'ai une douleur dans le dos qui est disparue. Ouais. Et, c'est le fun. Je suis capable de rester plus de 2 heures debout. Ouais. Avant, c'est parce qu'après, il y a une période, quand j'étais plus jeune, après 10 minutes, il fallait que je m'assise. Ouais. Que je me descende le dos. J'ai déjà été au FEC assis parce que j'avais mal dans le dos. C'est pas le fun. Là. Ah, ben oui. Mais là, je fais un entraînement d'hypertrophie en ce moment. Je suis comme, après 4 semaines, j'ai les épaules plus larges. Ouais. Je suis comme, my God, j'ai jamais eu des pecs de même. OK, attends, là. Mais tu sais, déjà, en partant, ma confiance en moi augmente. Ça a l'air niaiseux, mais oui, je suis à l'épicerie, puis comme, tu sais, tu vas faire l'épicerie après une séance de bench, là. Ouais. Puis de dos, là. Tu marches droite, là. Tu marches droite, puis t'es fier. Tu te sens cool un peu. Tu te sens cool, t'as encore un peu de sueur qui descend avec l'anti-le-tuc, mais comme, tu sais, 100%. tu te sens bien, puis à l'été, t'es en chest, t'es en bikini, Ouais. ben, si tu te sens bien, tu vas te tenir. Si tu te sens confiant, Ouais. tu vas te tenir droit. Ouais. Puis on est supposé se tenir droit dans la vie. Ouais. On n'est pas supposé être crampé ou les épaules renfermées parce qu'on est un peu gêné. Non, tu vas te tenir haut, grand et fier parce que tu te sens bien. Ouais. Tu vas peut-être avoir 2000 mètres de moins d'épaules que tu souhaites, mais tu vas te sentir tellement bien qu'il va paraître puis il va se ressentir. Là. Ouais. Puis tu sais, j'ai l'impression que justement, les bienfaits de l'entraînement en général, là, Oh, tu sais, quand tu te sens plus confiant, ça va se transférer dans... Puis tu sais, ça, je le crois au plus profond de mon être, là. Les valeurs puis les qualités que tu acquiers en faisant de l'entraînement en général, c'est tellement transférable au restant de ta vie, là, tu sais. Si t'es plus confiant en général, ça va se transférer dans tes relations sociales. Après ça, non seulement ça, écoute, la discipline que tu crées, c'est applicable dans ton travail, c'est applicable dans, écoute, le fait que tu gardes ta maison clean à la place de garder ça tout croche. C'est toutes des valeurs qui sont transférables puis qui rendent ta vie meilleure. Puis tu sais, l'entraînement, c'est pas juste « je veux des gros pecs », malgré que, OK, oui, tu veux des gros pecs, mais c'est pas juste ça, tu comprends? C'est beaucoup les effets positifs que ça va t'apporter, non seulement physiquement. Puis tu sais, moi, là, rendu au point où je suis, là, je m'entraîne pas de façon, à cause d'une raison, tu sais, je m'entraîne purement par le plaisir de m'entraîner. Je me suis acheté un home gym chez nous, je me suis équipé tout le kit, là, j'ai tout le kit. Puis j'ai investi là, tout mon petit change là-dedans. Là. J'ai une super belle salle parce que c'est ma passion. Okay? Je m'entraîne plus parce que je veux être gros, je veux plus. C'est pas que je veux bencher tellement. Oui, évidemment, c'est des objectifs que je me donne. Puis j'en ai à chaque année des objectifs. Comme l'année passée, je fais un marathon. Cette année, l'année prochaine, je vais faire un High Rocks. C'est tous des objectifs que je me donne périodiquement. Mais ça reste que, d'abord, avant tout, je m'entraîne parce que j'aime ça. T'sais? Puis ça n'a pas toujours été le même. Hein? Ça n'a pas toujours été le même dans le sens que au début, c'était moins ça, mais c'est quand tu commences à voir ce que ça t'amène. Tu sais, que je parlais de discipline, je parlais de confiance en soi. Toutes ces choses-là que même toi, tu disais, c'est le genre de choses qui te fait accrocher à ça. T'sais. Ouais. Moi, pour être bien franc, je suis un gars de dehors. Ouais.
quand il y a 2 ans, là, je détestais lever de la fonte. Je détestais ça au plus haut point. Ouais. Puis, au niveau du développement de ma passion pour l'entraînement en gym, je file ça comme étant le Dahmer-Kroger effect. Je sais pas si tu sais quoi. Oui. Mais pour ceux à la maison qui ne savent pas, Ouais. quand tu le sais pas, quand tu commences à connaître quelque chose, tu penses que tu le connais vraiment beaucoup, mais un peu plus que tu apprends là-dessus, tu te rends compte que tu connais rien. Ouais. Fait que ça te fait une belle petite whip. Ouais. Tu montes en connaissance parce que tu le connais pas. Après ça, tu te rends compte que tu le connais. T'en manques vraiment beaucoup. Fait que tu penses, là, tu te dis, OK, je suis pas un spécialiste là-dedans. Ah, Puis là, ouais. finalement, tu te remontes. Mais quand tu sais pas comment bien faire l'exercice, la chose qui arrive, c'est que tu as des risques de blessures, il y a des choses à gauche, il y a des choses à droite. Tu te rends compte que, c'est pas si le fun, j'ai des mauvaises sensations, j'ai tout le temps une tension dans l'épaule. Ah, c'est plate, j'ai tout le temps une tension dans l'épaule. Ouais. Le pec deck, là, j'ai une méchante tension dans l'épaule. Mais quand mon coach me montrait à le faire, là, Ouais. puis que je me concentre sur mon mouvement, c'est le fun, j'ai pas une tension dans l'épaule, j'ai une tension dans le chest où c'est que c'est supposé être. Fait que c'est comme, OK, là, je commence à en apprendre un peu plus. Je pensais que je connaissais ça, mais je connaissais Sweet Zero. Là. Ouais. Puis, c'est l'expérience de beaucoup de monde, là, que justement, quand tu n'as jamais fait affaire avec un coach, tu penses que c'est simple. Là. Puis, quand tu te rends compte à quel point c'est vaste, puis, j'ai eu le même principe. Au début de ma carrière, début de ma carrière, là, gros imposter syndrome. Là. Gros imposter syndrome dans le sens que j'étais comme, hey man, qu'est-ce que je fais ici? Là? Genre, comment ça que vous me donnez des clients? Genre, puis c'est avec le temps que je me suis formé tranquillement. Puis, écoute, j'ai l'impression que quand tu comprends à quel point ça peut être complexe, que là, tu vois la valeur du coach. Comme justement, toi, tu as tendance à dire, tu sais, là, tu vois la valeur du coach parce que tu as vu les bénéfices. Tu sais. Puis, tu sais, tantôt, quand on parlait de l'activité physique, là, que ce soit gym ou que ce soit n'importe quoi d'autre, souvent, je trouve que l'activité physique devient le tremplin à des saines habitudes de vie. Ouais. Tu vas t'entraîner, tu vas faire une activité physique, puis là, t'es comme, si je mange du PFK avant d'aller courir un 10 km, ça se peut que tu aies de la misère à courir. C'est que là, tu te dis, mais avant une course, au lieu de manger de quoi de très gras, Ouais. Je vais prendre de quoi un petit peu plus léger. Ouais. OK, puis après, à la fin, le cas de beach volleyball, là, pour en avoir fait, à profusion. À la fin, tu as un goût de McDo. Pourquoi? Parce que tu as besoin de sel. Ouais. Mais tu sais, c'est tous des réflexes que tu trouves à gauche, à droite, puis qu'à un moment donné, c'est comme, ça fait juste rentrer dans ton mode de vie. Là, tu manges mieux. Tu bouges, tu dors mieux. Là, OK, moi, je suis un gars avec un estomac bien faible, fait qu'à 8 heures, manger un steak, c'est impossible pour moi parce que sinon, je dors pas de la nuit. Depuis 18 ans. Je suis chanceux, je le sais. Là, ce qui est arrivé, c'est que ça fait en sorte que j'ai ajusté ma nutrition. OK. Fait que là, avant de commencer à bouger, m'a aidé à mieux dormir. Là, je voulais optimiser mon sommeil. J'ai optimisé ma nutrition. Là, c'est comme, OK, tout ça parce que je commençais à faire une activité physique, que ce soit le gym, que ce soit la course, que ce soit du ski, du vélo. C'est cool que tu aies eu cette expérience-là, d'effet un peu boule de neige, justement, dans les habitudes de vie. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup, justement, qui vivent ça. Il y en a beaucoup que c'est totalement différent dans le sens qu'il y en a du monde que c'est pas aussi simple que ça, dans le sens que eux autres, c'est soit ils ont des jobs qui sont difficiles, pas difficiles, comment je veux dire? Sédentaire. Sédentaire, ou c'est que, justement, ils ont des longues heures, puis ça rend ça plus complexe. Puis c'est là, justement, aussi que je pense que la valeur du coach est là. C'est comme, on prend ton contexte, puis à partir de là, on travaille sur comment qu'on fait pour aller chercher cet effet, le boule de neige-là, dans un contexte qui est tough pour que ça se produise, mettons. Récemment, il y a 4 semaines, quand j'ai commencé le plan, je me suis acheté un walking pad. Ouais. Je suis quelqu'un en télétravail. Ouais. Tu l'as-tu utilisé?
Ben oui. Ah, c'est À génial. chaque jour. À chaque jour, du lundi au vendredi. Le samedi, dimanche, j'essaie d'aller marcher dehors. Ouais. Mais je suis quelqu'un qui travaille énormément à l'ordinateur. Ouais. C'est ma job, je suis coordonnateur de projet là, en informatique. Là. Fait que j'étais à un bureau en télétravail. Ouais. Je commence à 7h30, je finis à 5. Ouais. Puis un soir comme ce soir, ben, je commence l'enregistrement. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas le temps d'aller marcher 10 000 pas dans ma journée. Là. Ouais. Ça rentre juste pas. Là, puis je me lève à 5 heures pour aller au gym. Tu sais, j'ai des hosties de grosses journées. Ça t'a donné comme un moyen, justement, de faire rentrer mes tes... pas. Ouais. Hey, à 8 heures, là, je commence à canter, c'est en site. Là. Ah Pas ouais? que je commence à canter, je cante et à 9 heures, je dors. Mais j'ai pas mal moins mal au dos parce que je suis pas assis de 7h30 à midi. Mm. Je me fais un 40 minutes le matin. Puis l'après-midi, je me fais un autre 40 minutes. Ouais. Ben, ça se coupe littéralement mes demi-journées en 4 petites journées assis. Ben, 4 petites journées. 4 petits segments Blocs, assis, ouais. blocs assis. Merci. Ce qui fait que hey, je me sens bien mieux. Ah ouais. Puis je suis pas juste... Tu sais, j'ai un bureau qui se lève aussi. Là. Ah ouais, ben oui. Mais Ça, c'est cool. Juste être debout, à un moment donné, c'était comme... Ça être debout, là. Ah ouais. Mais pouvoir marcher en même temps, je me mets... Puis là, j'alterne mes souliers. Je prends mes souliers de course. Ouais. Full couchonné. Tabarouette. Bien padé. Ouais. J'ai des souliers minimalistes que je mets des fois, puis des fois, je le fais nu-pied. Ouais. Tu sais, je pratique toutes des transitions de même, puis ça fait tellement du bien. Ah ouais. Tu sais, j'ai l'impression que... Tu sais, j'ai l'impression que le cardio, là, quand on parle souvent des effets comme tu sais, des endorphines et tout, là, j'ai l'impression que le cardio, puis tu sais, la marche, des choses comme ça. Surtout, j'aime bien aussi marcher dehors, tu sais, mettons, aller marcher dans un petit sentier, le sentier voyons, de la rivière de Cap-Rouge, j'aime bien aller marcher là, mettons. Puis j'ai l'impression que c'est en faisant des activités cardiovasculaires qui prennent soin de ton cœur que souvent tu vas sentir tous ces petits bénéfices-là. Puis, tu sais, moi, l'année passée, quand je me préparais pour mon marathon, tu parlais que justement, toi, ça t'aidait à dormir, ça t'aide à mieux comme à être fatigué le soir quand c'est le temps de dormir. Ben moi, l'année passée, je me préparais pour mon marathon. Ben, j'allais pas courir les matins comme les gens comme intelligents. Moi, j'y allais le soir. Fait que, tu sais, mettons, j'avais une longue course de 25 kilos. J'allais la faire à 8 heures. Je revenais, il était 11 heures. Puis, tu sais, 11 heures, j'exagère, là. Mais ça reste que, genre, après ça, tu sais, la plupart des gens, typiquement, après une activité physique de même, ils vont avoir de la difficulté à dormir. Moi, je dormais bien, là. Mais je dormais bien. Très, très bien. À essayer. C'est de quoi que je pense en santé. Et si ça fonctionne pour toi. Ah ouais, ça, moi, ça fonctionne pour moi. Tu sais, la plupart des recommandations sont de pas faire d'activité physique vigoureuse directement avant le coucher. Moi, ça fonctionnait bien pour moi. Puis tu sais, j'ai toujours été de même dans le sens que, écoute, mon home gym, tu sais, que je te parlais tantôt, j'ai commencé à me procurer ça quand j'habitais chez mes parents il y a comme 5-6 ans, comme pendant la pandémie, là, tu sais. On l'a tout fait. Pendant la pandémie, là, avant que je sois en appartement, on s'est équipés. Puis, écoute, moi, je m'entraînais. Il était comme... Des fois, il était 11 h le soir, mais moi, j'aime ça, m'entraîner le soir. J'étais un gars nocturne, mettons. Là. Fait que moi, j'aimais bien m'entraîner le soir, puis après ça, je dormais bien. Je dormais bien, surtout, admettons, quand je faisais une activité cardio. C'est comme mes courses, mes courses pour ma préparation à mon marathon. Là. Ça m'aidait beaucoup à dormir. On va retourner dans le geek de l'entraînement. T'as une spécialisation que, quand on s'est écrit pour planifier le podcast, tu me dis « Ah non, je suis spécialisé en occlusion sanguine. Ouais. » Et moi qui connais quand même un peu l'entraînement, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? » J'ai dû googler. L'occlusion Là, j'ai le sanguine. pro devant moi. Ouais. Peux-tu expliquer aux auditeurs c'est quoi l'occlusion sanguine? All right. L'occlusion sanguine, OK? C'est une méthode pendant laquelle tu vas avoir un brassard pour couper partiellement ta circulation
artérielle, fait que le sang qui s'en va vers les muscles. Un peu comme un garrot pour une Oui, prise de un sang. peu comme un garrot. Puis complètement le sang qui revient, fait que le sang qui est veineux. Okay? Tu se coupes complètement en ayant une pression au niveau de ton bras. Tu vas le mettre typiquement, là, ton garrot, tu vas le mettre typiquement en bas de l'épaule ou... Du deltoïde, dans le fond. Oui, ouais. Puis, ou sinon, à la hanche, OK? Fait que typiquement, il faut le mettre de façon distale. Là. Tu ne le mettrais pas à ton coude ou au genou. Il ne faut pas le mettre au genou parce que ça peut causer des problèmes, en tout cas, au niveau du nerf fibulaire, là, qui est au niveau du genou. Là. Mais, bon, tu vas te mettre ton garrot. Tu vas augmenter la pression à une certaine pression X. Typiquement, c'est 80% d'occlusion. Là, ça, c'est des chiffres qui sont particuliers, que la majorité des gens auront aucune idée c'est quoi, là, mais 80% au niveau des jambes, 50% au niveau du haut du corps. Puis, tu vas faire un set de répétitions avec beaucoup de répétitions. Fait que, mettons, disons, le protocole typique, ça va être 30 répétitions. Tu vas prendre un 30 secondes, 15 répétitions, 30 secondes, 15 répétitions, 30 secondes. Fait que 30, 15, 15, 15. Tu prends une charge 40, 50, 60%? Ta charge, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que ça te permet d'aller chercher les mêmes bénéfices que prendre une charge qui est quand même relativement élevée, mais tu vas prendre autour de 30% de ton one rep max, ce qui est extrêmement léger. Ouais. Okay? Ça a beaucoup de bénéfices de faire ça, puis la littérature scientifique est unanime, là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour maintenir la force, mais encore plus la masse musculaire à cause du principe de stress métabolique que je parlais tantôt. Okay? Parce que ce que ça fait concrètement, okay? Quand tu viens bloquer la circulation veineuse, bon, le sang artériel, il est partiellement occlu, fait que tu peux envoyer le sang vers le muscle, ton muscle l'utilise. Quand ton muscle utilise du sang, il va créer on va appeler des déchets, là, mais c'est pas nécessairement des déchets, mais comme du lactate, des ions H+, tout ça. Puis tout ça, ça va s'accumuler au niveau de la masse musculaire, puis ça va créer ce qu'on appelle une acidose. Okay? Il va avoir... c'est le sentiment de brûlure, okay? Que tu vas sentir extrêmement rapidement. Puis c'est extrêmement funky l'essayer pour la première fois parce que tu es comme, OK, bon, tu me donnes un 10 livres dans les mains. Typiquement, je prends un 35-40 pour faire mon set de curls. Puis tu commences, puis après 5 reps, ça brûle. Puis là, t'es comme, OK, il y a de quoi là-dedans. Puis tu sais, si tu l'essayes avec un bras en occlusion sanguine puis l'autre bras sans occlusion sanguine, tu vas te rendre compte qu'un bras, là, à partir de 15, avec la même charge, là, tu seras plus capable éventuellement. Puis l'autre, tu vas être capable de continuer. Fait que ça restreint, ça rapproche le point où c'est que tu vas arriver à l'échec. Puis tu as besoin de moins de charge pour arriver aux mêmes objectifs que si tu prenais des charges plus élevées. Évidemment, c'est pas mieux qu'utiliser des charges plus élevées. Utiliser des charges plus élevées, ça a beaucoup de bénéfices. Mais c'est un outil qui est super pertinent quand tu l'utilises avec la bonne population, dans le bon contexte, puis de la bonne façon. Puis le contexte pour utiliser ça, c'est quoi? C'est-tu... Parce que là, quand tu as dit, quand tu as fait un protocole 30 reps, 30 secondes de pause, 15 reps, 30 secondes de pause, 15 reps, ouais. C'est-tu pour une série ou c'est la série? C'est ça. Puis tu sais, après en avoir fait un, ça ne tente pas d'en faire un deuxième. Ben, pas que ça ne te tente pas, ça se peut que ça te tente, là, mais tu vas ressentir que c'est comme, OK, là, c'est tough, là, c'est vraiment tough. Après 15, ça se peut que tu t'arrives vers la fin, là, tu vas arriver vers l'échec. Là, mais ça serait-tu, mettons, pour un client qui veut maintenir sa force ou son hypertrophie puis qui a très peu de temps? Ben, super bonne question. Il y a beaucoup de populations pour lesquelles c'est pertinent. Première population qui est la plus fréquente que j'utilise, c'est une population qui a une blessure, qui est allée voir son physio puis qui a donné le go pour ce genre de technique-là. Ben, tu sais, mettons, il y a de la littérature scientifique qui montre l'efficacité de cette technique-là dans des situations de tendinopathie. OK? Parce que les tendinopathies, c'est... T'as trop t'as dépassé le stress mécanique que tu étais capable d'aller tolérer. T'as dépassé ta tolérance à un certain degré. Après ça,
c'est aussi bénéfique. Il y a même des physiothérapeutes qui l'utilisent dans des situations où c'est que tu as un athlète avec un ligament croisé antérieur. Ça, évidemment, c'est plus fait avec le physiothérapeute. Mais dans un cas de ligament croisé antérieur, ou ACL pour les gens qui connaissent, qui sont dans le monde du sport, pour le ACL, un des résultats les plus fréquents de ça, c'est une atrophie de ta masse musculaire dans ton quad. Parce que tu es moins capable de l'utiliser vu que tu es blessé. Fait que tu vas voir là, une atrophie au niveau de la masse musculaire. Fait que l'utilisation du BFR, ça te permet de maintenir ta masse musculaire. Bon, ça, c'est une autre utilisation du BFR. Après ça, dans certains cas, puis ça, il faut faire plus attention, mais parce qu'il y a des considérations à prendre en compte, mais ça peut être utilisé chez les personnes âgées même. Il y a un protocole que j'avais vu là, dans un article scientifique qui était super intéressant, où c'est qu'il avait mis un coffre de BFR chez les personnes âgées qui étaient frêles ou à risque de sarcopénie, donc de la diminution de la masse musculaire avec l'âge. Puis, dans le fond, il les faisait marcher avec le coffre. Puis, ce qu'ils ont vu, c'est qu'à travers le protocole, juste avec de la marche, ils étaient capables d'aller chercher une augmentation de la masse musculaire. Tu sais, petit disclaimer, là, si il y a quelqu'un qui écoute, puis il a 26 ans, puis il fait bien du sport, va pas te mettre un garrot puis marcher, là, ça ne t'ira pas chercher de la masse musculaire en faisant ça. Mais dans certaines populations, chez les personnes âgées, où c'est que la masse musculaire, quand tu abaisses un petit peu trop, ça diminue tes capacités fonctionnelles, ça augmente ton risque de chute, ben, c'est super pertinent. Après ça, ça peut aussi être utilisé dans un contexte de performance. Okay? J'avais vu un article de François Biot, qui est un des professeurs à l'Université Laval en kinésiologie. Dans le fond, il avait fait une étude avec des coureurs puis des cyclistes pendant laquelle il leur mettait le garrot pendant une séance sur le vélo. Puis il faisait des intervalles à haute intensité. Puis à travers le protocole, il a remarqué que ce genre de protocole-là était plus efficace pour augmenter la puissance aérobie maximale que un protocole sans l'utilisation. C'était pas une énorme augmentation, mais c'était présent, puis c'était significatif. Fait qu'il y avait une plus grande augmentation de la puissance aérobie maximale que si tu l'utilisais pas. Fait que moi, j'ai commencé à l'utiliser dans un contexte avec des athlètes de hockey où c'est un sport très lactique. Dans le fond, tu viens mettre un coffre, tu vas venir faire des séances sur le vélo très, très anaérobie, à haute intensité. Puis ça peut avoir moi, je vois beaucoup de potentiel dans ce genre de séances-là, dans des sports qui sont justement plus lactiques, anaérobie, des choses comme ça. Évidemment, le hockey, c'est pas juste anaérobie, là, mais il y a quand même des bonnes portions aussi que c'est anaérobie. Fait que ce genre de séance-là, je trouve que ça a quand même beaucoup de valeur dans certains contextes. Fait que non seulement pour les gens qui ont des blessures, qui veulent recommencer, mais avec des charges qui sont légères, parce que si tu recommences avec des charges qui sont très lourdes, ben, tu es à risque de blessure. Okay. Puis après ça, même des gens qui veulent prendre de la masse musculaire, qui veulent de la variété, ça peut être pertinent pour ces populations-là. J'essaie de bien le vulgariser, mais ça augmente le stress mécanique. Métabolique, ouais. Mais pas mécanique. Pas mécanique. OK, voilà. Ouais. OK. C'est que dans le fond, en te mettant le coffre, ça augmente le stress métabolique, mais ça met pas plus de tension sur les tissus. En réalité, il y en a moins. Il y en a moins, mais tu as quand même la sensation de brûlure et tout. Ouais. Donc, tu es capable d'aller chercher le travail là-dessus. Exactement. OK. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques. Puis, c'est. Tu sais, malgré que c'est comme une méthode qui est un petit peu, je vais appeler plus underground. Obscure. Mais tu serais surpris à quel point c'est mainstream dans le monde de la préparation physique, puis dans le monde de la rehab aussi, là. Tu sais, c'est une grosse découverte, là. Oui, 100%. Puis, tu sais, c'est quelque chose, là, ça a été développé par un Japonais, je me rappelle plus son nom, là. C'était un culturiste, mais qui était aussi médecin. Puis, ça a été développé à la base je pense que c'était dans les années 60. Puis, à la base, ça s'appelait du katsu. Puis, c'était une restriction partielle, non seulement artérielle, mais veineuse.
Fait qu'il y avait un peu moins de pression. Puis, il a remarqué que ça avait beaucoup de bénéfices pour la masse musculaire. Puis, justement, lui, il voyait des potentiels sur l'utilisation chez des gens blessés, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça fait depuis quand même longtemps que ce genre de méthode-là existe. Puis, il y a plus d'articles scientifiques là-dessus qu'on pourrait penser. Tu sais, justement, moi, dans mon parcours professionnel, j'ai commencé avant que j'ai starté Kraken avec Pierre-Antoine. Les deux, on était entraîneurs dans un gym. Puis moi, j'étais vraiment intéressé par le BFR. Puis on n'avait pas encore parlé de ça dans le bac ni dans le micro-programme. Mais moi, j'étais vraiment intéressé par ça. Puis j'avais fait mes recherches. Puis genre, j'avais commencé à en faire. Puis là, je trouvais ça super cool. Puis là, à travers le bac, on a commencé à en parler un petit peu, très, très vaguement. Très, 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 très vaguement. Mais à travers le micro-programme en optimisation de la performance sportive, c'est là qu'on a vraiment parlé beaucoup de ce genre de techniques-là. Puis il y a même des techniques là, qui sont plus funky complètement. Là. Il y a du préconditionnement ischémique où c'est qu'on va complètement boucher le 100% de la pression pendant une certaine durée. Puis ça, c'est complètement flyé. Là. Ça serait peut-être pour un autre épisode. Là. Mais bon, il y a des méthodes justement vraiment flyées qu'on a vues dans ce cours-là. Puis à travers mon stage à l'université, jadis, j'avais fait mon stage avec Jean-François Fortin d'Excellence sportive Québec-Lévis, que lui, justement, lui avait fait sa maîtrise sur le BFR. Fait que, tu sais, on dirait que tous les astres s'alignaient, question que je devienne bon là-dedans. Là. Puis parce que j'avais de l'intérêt, je l'avais vu à l'université, je l'avais pratiqué pendant mon stage, puis je l'avais pratiqué dans mes propres entraînements. Puis après ça, j'ai commencé à l'incorporer dans ma pratique. Puis de fil en aiguille, là, je suis rendu, j'appellerais un expert en occlusion sanguine, dans le sens que c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'en ai parlé dans des formations, j'en ai parlé. On a moi puis d'autres kinésiologues, on a un groupe de formation continue dans laquelle, à chaque semaine, on présente un sujet. Ben, moi, j'ai fait une présentation de 1 heure sur le BFR. C'est vraiment un sujet que je trouve hyper le fun. Là. Mais là, on parle de pression sur des veines. Ouais. J'imagine, tu sais, moi qui ai une connaissance anatomique de base, de secondaire 3, de secondaire 3 plus, mettons, on pourrait dire. Moi, personnellement, je serais pas à l'aise de me mettre un garrot n'importe où sur le corps. Ben oui, non, je comprends. C'est de quoi qu'il faut faire superviser, j'imagine. Oui, ben tu sais, ça, c'est justement quelque chose que j'allais mentionner, là, mais bon, il y a certains risques pour certaines populations, OK? D'ailleurs, tu sais, mettons, des gens qui ont... C'est pas recommandé pour les gens qui ont une historique familiale ou personnelle de thrombose, les gens qui ont des problèmes cardiaques, des gens qui reviennent d'une chirurgie, des gens qui ont des problèmes de coagulation. Il y a plusieurs populations pour lesquelles c'est moins recommandé. Mais quand c'est fait dans le bon contexte, puis sincèrement, là, c'est plus safe qu'on pourrait penser, là, dans le sens que faut le faire sous supervision, mais quand c'est fait de la bonne façon, il n'y a pas de risque. Là. Il n'y a vraiment pas de risque. Là. Ben, je dirais pas qu'il n'y a pas de risque dans le sens... Tu pourrais aussi dropper un dumbbell sur l'orteil au gym, puis c'est un risque. Il y a tout le temps des risques à tout ce que tu fais. Il y a même sortir chez toi, tu pourrais te faire frapper par un bus. Là. Mais malgré tout, le risque est extrêmement marginal versus les bénéfices que ça pourrait apporter à la bonne population. Fait que, tu sais, évidemment, il faut faire attention avec ce genre de technique-là. Puis, s'il y a des gens auxquels ça les intéresse, ben, n'hésitez pas à le faire avec un professionnel qui sait ce qu'il fait. Vous pouvez me contacter si vous voulez, puis on va regarder tout ça ensemble. Mais c'est le genre de méthode que je recommande de faire sous la supervision d'un professionnel, soit en physiothérapie ou en kinésiologie, dépendamment du contexte en soi. Tu es quand même connaissant dans ça, dans l'hypertrophie. Tu donnes même la formation en hypertrophie. Est-ce que tu as donné où cette formation-là? Ben, en fait, j'ai donné j'ai donné 2 différentes formations à l'Association nationale des intervenants en entraînement. J'ai donné une formation sur l'hypertrophie
où c'est que les gens peuvent justement en apprendre davantage sur les différentes méthodes d'entraînement. C'est beaucoup ce sur quoi la formation porte. Il y a aussi une section davantage reliée à les fonctionnements généraux de l'hypertrophie, question qu'on comprenne bien comment que ça fonctionne. Puis après ça, il y a une autre formation qui est en 2 parties sur l'optimisation de la force. Puis là, on parle vraiment de différents programmes, types de programmes. Puis ça, c'est davantage dédié aux entraîneurs parce que c'est vraiment en détail, beaucoup plus de grands détails. Mais ça reste que s'il y a des entraîneurs qui écoutent puis qui sont intéressés par la force, l'hypertrophie, c'est des formations qui sont super intéressantes. Puis je dirais les 2 parties de formation en force, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans ma tête, c'est dans les meilleures formations dans la ville de Québec. C'est sûr, je suis biaisé, là, hein? Mais dans ma tête, c'est probablement dans les meilleures formations pour justement atteindre des connaissances supérieures dans ce domaine-là. Écoute, on aborde beaucoup de différents modèles d'entraînement. Il y a environ 4 heures de contenu là-dedans qu'on parle de différents modèles d'entraînement, de la sélection d'exercices. On parle un peu de dynamophilie. On parle de vraiment beaucoup de différents sujets qui vont te permettre d'être expert dans la force, non seulement chez quelqu'un qui vient te voir, qui est pompier, il veut devenir plus fort pour sa job, que tu as un athlète de force qui vient te voir pour compétitionner, ben tu vas avoir les outils nécessaires pour le prendre en charge. Intéressant. C'est l'Association nationale des intervenants. Oui, en entraînement. En entraînement. Ouais. Générale question pour toi. Parfait. Question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? La santé, pour moi... Être en santé. Être en santé. Être en santé, dans ma tête, c'est non seulement... c'est une bonne question. Faut que je réfléchisse à ma réponse parce que il y a beaucoup de choses à la santé. Moi, c'est sûr que être en santé, c'est pas juste physique, c'est mental. Fait que d'abord et avant tout, prendre soin de son corps puis de son esprit. Ça, je pense que c'est une des grosses parties d'être en bonne santé. Fait que de t'assurer de faire des choses que tu aimes, qui te gardent en bonne santé. Fait que d'incorporer une forme d'activité physique. Après ça, de stimuler ton cerveau. Pas juste être sur ton téléphone puis regarder les réseaux sociaux toute la journée. Ça aussi, dans ma tête, ça rentre dans la santé. Fait que stimuler ton cerveau, aller prendre des marches, faire des choses que tu aimes, du sport, des passions, tout ça, ça englobe c'est quoi être en santé pour moi. Good. S'il y a des auditeurs auditrices qui veulent aller vous suivre, vous rejoindre, comment ils peuvent vous trouver? Oui. Ben, en fait, notre site web, c'est krakenpp.ca. Puis après ça, si vous voulez aller vous abonner à notre page Instagram, c'est Kraken_P. Fait que voilà pour notre petit shameless plug. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par l'entraînement, la préparation physique, puis c'est quelque chose que justement, soit vous êtes quelqu'un qui voudrait avoir ce genre de service-là, ou vous êtes vous-même préparateur physique ou kinésiologue ou peu importe, professionnel de la santé, je pense que c'est une bonne ressource pour chacun d'entre vous. Super. Alexandre, merci d'être venu. Merci à toi. Là. À la prochaine. À la prochaine. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt.